Ça va? Bonjour, bienvenue dans Let Africa Breathe Podcast, troisième épisode où nous allons parler d'un sujet intéressant, le financement des banques en RDC. Donc dans le milieu entrepreneurial, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je suis ravie d'être encore avec Albert aujourd'hui. Bonjour Albert. Bonjour Petroni, c'est un plaisir de se retrouver encore une fois de plus pour parler d'un sujet qu'on avait interrompu, qui était très intéressant, les banques en RDC. Et spécifiquement, je pense qu'on va parler beaucoup plus dans notre milieu, ici à Lubumbashi. Pour toi, c'est quoi prédominamment la fonctionnalité ou la politique des banques à Lubumbashi? Qu'est-ce que tu en penses de leur politique commerciale et tout? Je pense que leur politique commerciale, avant de la critiquer, il faut la comprendre d'abord. Moi, du peu d'expérience que j'ai avec les banques, j'en ai pas eu beaucoup. Je pense que la politique commerciale d'une banque, elle est claire. Donc, la banque, elle est là pour faire du bénéfice sur l'argent qu'elle garde pour vous ou qu'elle vous aide à épargner. Donc, par rapport à la relation que vous baptisez avec une banque, votre capacité d'épargne selon le montant que vous avez, vous tissez un lien de confiance avec la banque sur du long terme, ce qui vous permet à long terme, je ne sais pas combien de temps donnent certaines banques. Il y a d'autres banques qui donnent 3 ans de confiance pour prétendre à avoir accès à un crédit, d'autres 6 mois, ça dépend. Mais je pense que c'est ça. Donc, parlons d'accès au crédit, les conditions sont différentes. Mais bon, c'est pas par rapport d'abord à l'accès au crédit. Prédominamment, c'est juste la fonctionnalité d'une banque en RDC. Qu'est-ce que tu en penses La banque, c'est une généralement? caisse, c'est une grosse caisse où les gens déposent leur argent pour le réutiliser plus tard. Soit pour épargner, soit pour y recevoir leur salaire. Il y a d'autres qui ont des comptes en banque juste pour recevoir leur salaire. Donc, en tant qu'employé d'une entreprise, ils sont payés via une banque. Donc, fondamentalement, c'est ça la banque. Elle vous aide à garder votre argent et sur cet argent qu'elle garde pour vous, elle fait des intérêts. Parce que votre argent, une fois qu'elle est dans une banque, la banque la réutilise pour prêter à ceux qui n'en ont pas et pour faire des intérêts dessus et ainsi de suite. C'est comme ça que les banques se font beaucoup d'argent. En gardant l'argent qui n'est pas les leurs, ils prêtent à d'autres qui en ont besoin, ils font des marges et ainsi de suite. C'est ça les politiques des banques, c'est comme ça qu'elles font de l'argent. Et c'est quoi ton expérience personnelle avec les banques? Prédominamment, tu as travaillé avec une banque, pas spécifiquement citer le nom de la banque, oui, mais as-tu travaillé pendant une certaine période avec une banque? C'était quoi ton expérience avec cette banque? C'était quoi les difficultés que tu as eues par rapport à cette banque-là? Donc, juste du côté simplement utilisateur. Ouais, j'ai eu un compte dans une microfinance, pas vraiment une grande banque, où j'épargnais mon argent quand je n'en avais pas besoin d'utiliser, puis je l'ai retiré après un bon moment. Donc, ce qui m'avait poussé à créer un compte dans cette banque-là, c'est quand ils étaient venus, ils avaient dit que non, nous sommes une nouvelle microfinance, venez ouvrir les comptes chez nous, l'accès au crédit sera facile, pas besoin qu'il y ait des gages en termes de documents parcellaires, etc. Donc, il suffit d'ouvrir un compte à une banque, d'avoir une relation avec une banque. Au bout de 6 à 12 mois, vous pouvez prétendre d'avoir accès au crédit individuellement ou en groupe. Donc, c'était l'argument commercial qui m'avait poussé à ouvrir un compte là-bas, dans ces optiques. Et puis après, à long terme, la réalité était tout autre parce que je me suis rendu compte que c'était la même chose que les autres banques qui existaient déjà. Quand on a essayé de demander un petit $100, c'était documents parcellaires, etc. Donc, c'est nos réalités. Beaucoup de gens s'en étaient plaints, mais pas moi, parce que j'avais compris qu'ils misent la sécurité. Donc, même quand vous deviez venir en groupe, il fallait que vous tous vous ayez des comptes dans cette banque-là. Ensuite, vous sollicitez des crédits en groupe. On peut vous donner, par exemple, $1000 pour 10 personnes et vous devez respecter un certain rythme de remboursement au même moment, au même timing. Quand vous êtes solvable pour ce premier à compte de crédit, vous pouvez aller encore plus haut. Si la première fois vous avez demandé 1000, vous pouvez demander 3000, 5000 et 10 000, ainsi de suite. Donc voilà, maintenant, c'était leurs conditions.
pour ne pas demander les documents pour ne pas trop, mais trop sauter dans le sujet de près. Je crois que c'est un sujet à part qu'on devrait aborder un peu plus dans la matière. Mais c'était pour avoir vraiment ton ressenti par rapport aux banques. J'ai vraiment eu une très longue expérience. Dans ma petite expérience, j'ai eu à travailler avec des banques étrangères et j'ai eu aussi à travailler avec des banques sur place. Et parlant des banques au Congo, d'abord, le besoin pour que quelqu'un puisse mettre son argent dans la banque, c'est pour l'épargner, prédominamment pour beaucoup de gens. C'est aussi pour se faciliter parce que déjà, depuis des temps, les gens préféraient garder leur argent à la maison et gardant cela à la maison, il y a plusieurs risques qui arrivent avec cela. C'est pourquoi beaucoup se sont fiés et se disent, je vais mettre mon argent à la banque, ça sera plus safe et à n'importe quel moment, je peux avoir cet argent-là. Mais l'une des choses que j'ai eues comme problématique, utilisant une banque à Lubumbashi, principalement et pour beaucoup de gens au Congo, c'est que la banque doit être là pour te permettre d'épargner et d'effectuer tes transactions facilement. Mais quand tu entres en RDC, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça. Exemple typique, je vais donner. Il y a plusieurs banques ici sur place. Normalement, quand tu ouvres un compte bancaire, soit tu prends un chéquier, soit tu prends une carte Visa pour tes retraits et autres. Mais il se fait que quand on prend une carte au Congo, normalement la carte, selon le compte, doit avoir un certain minimum de transactions mensuelles sans frais. Et si tu dépasses la limite de ces transactions-là, il y a des frais qui s'appliquent. En ce moment-là, il y a des frais qui s'appliquent. Mais tu te rends vite compte qu'au Congo, pratiquement toutes les banques, la plus grande majorité te taxe 1% sur chaque transaction que tu fais avec ta carte. Même quand tu n'as pas encore dépassé le montant. Il n'y a même pas de limite à ce que tu peux effectuer autant de transactions sans frais. C'est quand tu fais un retrait, pour tous ceux-là qui ont un compte courant, quand tu fais un retrait au distributeur, on te prend 1% de ton argent. Et tu te rends vite compte que si j'ai $1000 de mon argent que je décide de mettre dans une banque X et que 2 jours après, j'ai besoin de cet argent qui est dans un compte courant et je veux retirer, on me prend $5. Ok. Du coup, comme ça. Ça, tu es informé ça dans le contrat avec la banque? C'est quelque chose qui est dans le contrat avec la banque, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. Quand tu fais une analyse comparative avec d'autres banques dans d'autres pays. Avec d'autres banques et comparativement à ce qui est normal et faisable sur le secteur bancaire. C'est quasiment impossible parce qu'en soi, quand vous prenez, toute banque a des frais de tenue de compte. Ça signifie quoi? Quand tu mets ton argent et que c'est un compte courant, la banque te prend un frais spécifique pour gérer ton compte. Donc ça veut dire les frais de tenue de compte, c'est pour tenir ton compte. Donc quand tu fais des retraits, les retraits que tu fais sont pris dans les frais de tenue de compte. Donc, ils ne sont pas supposés appliquer d'autres frais supplémentaires quand tu fais des transactions simples. Et beaucoup de jeunes se retrouvent que pourquoi mettre son argent dans une banque quand tout ce que tu fais avec la banque te désavantage? Tu te retrouves, par exemple, pour quelqu'un qui a un compte où tu fais beaucoup de transactions. Disons, par exemple, si tu fais, par exemple, transactions à hauteur de $2000 ou $3000 chaque jour de retrait. Tu vas te retrouver que sur une période, pour chaque retrait que tu feras de $2000, tu perdras $20. Ok. Et si tu fais 10 transactions sur une semaine de $2000, juste avec la carte, tu vas te retrouver que tu auras dépensé presque $200 pour récupérer l'argent que toi tu as mis dans le compte, tu t'imagines? Et c'est ça la plus grande difficulté que pour beaucoup de jeunes, ils se retrouvent à ne pas utiliser les banques. Pourquoi? Parce que quand tu les utilises, il y a d'autres frais qui sont appliqués, comme les frais de retrait et autres, qui s'appliquent et qui te consomment énormément de ton argent. 1%, c'est énorme. Et dans d'autres cieux, comme en Zambie, dans d'autres pays, il y avait des frais qui s'appliquaient quand tu dépasses la limite de tes transactions mensuelles. Par exemple, si tu as un compte courant, tu as par exemple avec la carte 5 transactions sans frais. Si tu dépasses la limite des 5 transactions, il y a un frais qui s'applique. Okay, là, ça a du sens. Et il y avait aussi des transactions quand tu entres à l'intérieur de la banque. Quand tu entres à l'intérieur de la banque pour faire un retrait, c'est comme si la banque te forçait à patienter et tout ça là. Et souvent, en Zambie, les retraits en banque, c'est 0%.
Donc, mais tu ici, prends ton argent, on ne te prend ici rien. les réalités Mais sont ici, autres. quand tu entres dans une banque, automatiquement, dès que tu arrives, il y a un pourcentage qu'on te prélève qui est de 1%. Donc, tu te retrouves parfois ou au distributeur avec certaines cartes. Tu ne peux pas retirer, par exemple, avec les cartes débit, tu ne peux pas retirer une somme de $1000. D'accord? Au-delà de $1000, tu ne peux pas retirer. Donc, tu es obligé d'entrer à l'intérieur de la banque pour opérer cette transaction-là. Et tu te retrouves que quand tu entres à l'intérieur de la banque, on te taxe parce que tu veux retirer encore plus et qui est souvent à hauteur d'1%. Et tu te retrouves que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à être dans les circuits bancaires. Pourquoi? Parce que Pas seulement y a les pas jeunes, parce vraiment que les clients des banques d'avantage. sont d'âge varié. La plupart Effectivement. d'ailleurs Et sont beaucoup de des gens ne préfèrent salariés pas. qui ont des revenus réguliers, etc. Et pour beaucoup de salariés, ils ne préfèrent même pas garder leur argent dans le compte. Le jour où ça arrive, le même jour, ils retirent l'argent et ils préfèrent garder cela entre leurs mains. Et je pense que la plus grande problématique, c'est celle qu'on voudrait aborder, c'est est-ce que la politique des banques, dans ce sens, est-elle correcte? Parce que je sens que beaucoup de gens ne sont pas poussés à ouvrir des comptes bancaires et à utiliser le circuit bancaire parce que c'est trop coûteux pour beaucoup de gens. Exact. Pendant que la banque doit être l'un des moyens qui facilite sous d'autres cieux. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent même plus le cash parce qu'ils sont dans un système bancaire qui est moins coûteux, qui fonctionne pour la population et les gens se sentent à l'aise de garder leur argent dans les banques, payer avec des cartes de crédit parce qu'ils savent que ce que la banque perçoit, c'est pas énorme par rapport aux revenus qu'ils ont. Là, c'est quoi ton optique par rapport à ça? Tu as complètement raison. Comme j'ai dit au départ, j'ai pas beaucoup d'expérience avec la banque parce que j'estime que la plupart de mon argent tourne dans mes business. Du coup, l'intérêt de les garder en banque, vraiment, je n'en ai jamais eu vraiment. Personnellement, mais j'ai déjà entendu des gens se plaindre que quand quelqu'un retire à l'ATM, le frais est de 1% comme tu l'as dit, mais quand il va au guichet, peut-être ça c'est x2 ou x3 et puis parfois 1,5, ça dépend. Voilà, à sa voisine x2 quand tu retires au guichet. Et je pense que ce sont des mauvaises pratiques, mais après, moi je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de banques en RDC et la concurrence ne fait pas assez que si une banque X ne me traite pas bien, je vais sur une banque Z. La même pratique que tu vas trouver à la banque Y, tu vas la trouver à la banque Z. Donc, à quoi ça d'aller de banque en banque si les pratiques sont les mêmes au niveau des frais qu'ils appliquent pour des petits services normalement qui sont censés donner gratuitement, hormis les frais de tenue de compte. Aussi, je pense que les gens, quand ils ouvrent leur compte en banque, est-ce qu'ils lisent tous les termes? Avant de s'en plaindre. L'une des choses, c'est qu'on te présente un contrat. Quand tu ouvres ton compte, on te présente un contrat. Parfois, pour beaucoup de gens, ils ne voient même pas les termes et conditions. On te présente un formulaire, on te dit note ici. Et souvent, beaucoup de gens qui ouvrent des comptes en banque, c'est sur base de l'explication de l'agent commercial. Donc, il te dit non, le compte, il n'y a pas de frais, tu peux faire ça. Pas dans les détails. N'entre pas dans les détails. Il te fait signer un formulaire, il te rapporte, il te dit complète ici, signe par là. Et puis, tu lui rends le formulaire, il t'ouvre le compte. Et moi, je pense que le truc, la plus grande majorité, c'est qu'il y a un système mafieux qui se retrouve là. Parce que les premières banques qui sont arrivées, parce qu'ils appliquaient cela, toutes les autres banques, quand elles sont arrivées, elles ont décidé d'appliquer la même stratégie. Tu t'imagines que quand tu entres dans une agence en banque, le petit bout de papier qu'on te remet là, le petit bordereau, le petit bout de papier qu'on te remet pour compléter tes informations, on te le taxe $15 pour ça. Ah bon? Il y a une banque de la place qui fait ça. Oui, pour avoir eu des nouvelles d'une de mes sœurs qui travaille à la banque, je lui avais posé la question. Pourquoi est-ce que maintenant les bordereaux on les taxe? Elle avait dit que la banque a dit que les clients gaspillent du papier. Donc, ce sont des ressources de la banque. Tu t'imagines c'est combien alors, pour amener les gens, pour amener les gens à ne pas utiliser trop de bordereaux, il se trompe le nom ici, le poste-nom au second. Quand il sait que on le charge, dans le premier essai déjà, il remplit correctement. C'était ça sa raison. Mais quoi que ça ne faisait pas sens. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour un bordereau, c'est pas pratique. Oui. Et je sens que... Parlant des services bancaires, il y a beaucoup des éléments à se plaindre. En allant de l'accueil, la manière dont on traite les clients, les conditions dans lesquelles les gens doivent avoir accès à leur propre argent, etc. Il y a tellement de choses.
Mais cet état de choses fait en sorte que nous sommes... le Congolais est devenu quelqu'un qui n'est plus exigeant. Bon, la résilience a dépassé même le niveau de résilience qui peut être accepté. Donc, le manque de respect, le manque, je sais pas, de bon accueil dans les gens ne s'en plaignent pas. Les gens disent que c'est comme ça. Imagine, moi, je peux comprendre que les gens fassent la queue devant un guichet à l'intérieur d'une banque, mais que les gens fassent la queue à l'ATM pour recevoir leur salaire sous le soleil. Donc, on a atteint des distributeurs qui ne fonctionnent pas très souvent. On a atteint des niveaux où vraiment la dégradation des services bancaires, les gens se sont habitués à ça. Et les gens ne s'en plaignent pas. Tu arrives, comme tu as dit, tu arrives aujourd'hui à la banque, tu prenais un bordero gratuit. Normalement, bordero, stylo, toutes ces choses-là. Après, on commence à te faire payer. Les gens disent, c'est comme ça dans ce pays, on s'adapte. Mais les gens doivent savoir qu'ils ont des droits qu'ils doivent réclamer en tant que client d'un banque, être bien servi. C'est le minimum. Mais si les gens n'arrivent pas à réclamer ce qui leur est dû, c'est vraiment dommage. Aussi, un autre aspect, c'est parce que je pense que nos banques sont à capitaux étrangers. Mais avant d'en venir là-bas... La seule banque qui était à capitaux congolais, c'était BCDC. Elle a été revendue, ou elle a fusionné avec Equity, qui est devenue maintenant une banque à majorité des capitaux kenyans, etc. Tout ça fait en sorte que les étrangers... Je ne pense pas qu'ils ont de soucis de bien servir une population qui n'est pas la leur. Ça peut être l'un des aspects, je suppose. Mais bon, idéalement, je pense que c'est là que la plus grande problématique arrive. C'est pourquoi la plus grande majorité des gens ne veulent pas être bancarisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces réalités. Ça coûte cher d'avoir énormément cher. Avoir un compte en banque que de garder son argent pour soi à la maison. Son propre argent en soi. Et c'est là où maintenant je voulais introduire le sujet des prêts. Vu que les gens ne font pas nécessairement confiance aux banques, de dire qu'ils peuvent garder leur argent et bien prendre soin de cet argent-là sans que ça ne puisse leur coûter une fortune. Beaucoup de gens décident de garder leur argent à la maison, dans leurs activités. Et quand ils arrivent à un stade où ils ont besoin d'un prêt, ils se retrouvent qu'ils ont besoin d'ouvrir un compte, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais ils ouvrent le compte parce qu'ils ont besoin d'un prêt. Et idéalement, moi, je vais parler d'une petite expérience qu'on avait eue avec Tony Elumelou. Moi, je fonctionnais avec une banque zambienne. Donc, je fonctionnais avec une banque zambienne même quand j'étais au Congo. Mais on a été buté à un problème. Pendant le processus de la compétition, on était obligé d'ouvrir des comptes bancaires. Pourquoi ? Parce que, uniquement parce qu'on nous le demandait dans la compétition. Pour recevoir ton financement, il fallait avoir un compte bancaire. Et beaucoup de jeunes se sont retrouvés à ouvrir des comptes bancaires dont ils n'avaient pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient nécessairement besoin du financement qui devait arriver via la banque. Et dès que les fonds étaient disponibles dans la banque, 80% des jeunes ont retiré cet argent et ils ont laissé leur compte dormant jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont jugé que garder l'argent en main propre était moins coûteux que garder cet argent dans un compte bancaire où on leur taxait $15 de frais de tenue de compte, $20 pour certains, des frais de tenue de compte selon la banque. Et en dehors de ça, ils étaient aussi obligés de payer entre 1% à 1,5% sur chacun des retraits qu'ils effectuaient. Et c'était devenu tellement coûteux qu'ils ont jugé bon prendre l'argent, garder ça à la maison et utiliser cela sans pour autant avoir payé $10, $20 par-ci, par-là. Et je pense que c'est ça la réalité qui bute beaucoup de jeunes aujourd'hui, à ne pas avoir un compte bancaire. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus coûteux d'avoir un compte bancaire que de garder son argent à la maison. Et c'est ça la problématique où beaucoup de jeunes se retrouvent, où beaucoup de gens, beaucoup de commerçants se retrouvent. Quand il veut prendre un prêt, il n'a pas d'historique avec la banque. Et la banque, en ce moment-là, demande l'historique bancaire, les états financiers et tout ça là. Et même quand tu présentes des états financiers, c'est toujours pas pratique. Oui, sans relation préalable avec la banque, c'est pas possible. C'est pas possible, mais moi, je voulais maintenant beaucoup plus parler parce qu'il y a déjà des banques, des microfinances comme plusieurs, je crois, tu en connais. Je vais juste pas citer les noms ici parce qu'on ne va pas faire la publicité de certaines banques. Mais il y a aussi des microfinances qui te donnent des crédits sans pour autant que tu aies une historique. Là maintenant ça devient un besoin, tu as quoi comme bien, tu as une parcelle et très souvent, même dans des banques où tu as une historique avec eux, ça devient une histoire de
bien matériel. Qu'est-ce Malgré que l'historique. Tu as une parcelle, qu'est-ce que tu peux donner en gage et tout. Et je pense, c'est là que je voulais que tu racontes un peu plus en détail ton histoire avec la banque où tu étais et comment ils gèrent l'histoire des prêts et des crédits quand les jeunes se présentent. Dans l'épisode précédent, moi, je ne condamnais pas les banques. Toi, tu avais tendance à les condamner. Comme tu as dit, au préalable, une banque demande que tu aies un historique avec lui. Donc, c'est vrai qu'il y a des raisons qui font que les gens ne trouvent pas l'intérêt de garder leur argent en banque, vu les éléments que tu as cités. Mais quand tu veux que la banque t'accorde du crédit, accepte d'avoir un historique avec cette banque, le temps qu'il faudra pour qu'on t'accorde le prêt dont tu as besoin. Par rapport à ta question, mon expérience avec les microfinances, comme je t'avais dit, moi, le compte que j'avais ouvert, c'était dans l'optique que j'ai l'historique avec la banque pour que j'ai accès au crédit selon les conditions qu'ils avaient ou les avantages qu'ils avaient mis en avant. Que voilà, nous une fois que tu as l'historique avec nous, on ne demande pas les biens matériels ou les documents parcellaires. Mais après, il se fait qu'ils ont demandé comme toutes les autres banques. C'est qui se comprend parce que c'est la sécurité. Il y a des gens, vous pouvez avoir un historique avec eux, mais après, la personne disparaît. Alors, comment la banque se protège? C'est pourquoi elle demande des biens matériels. C'est la problématique qu'on a. Mais soit que ça peut constituer un frein pour les jeunes plus. Parce que quand tu es jeune... Même pour des commerçants, même pour des commerçants, tu as ta parcelle ou tu as ta maison, tu ne peux pas risquer de la perdre à cause d'un prêt de 5 000, de 10 000. Donc... les gens même autrefois disaient que c'était les stratégies des banques pour avoir des biens immobiliers facilement, etc. Donc, quand tu comprends ça de la banque, maintenant là, c'est à toi maintenant de faire le choix. Soit tu continues dans ton rythme d'avoir du cash, tu l'injectes dans ton business ou tu le gardes toi-même avec tous les risques que ça comporte. Soit tu dis que voilà, je prends le temps d'avoir un historique avec la banque et de me soumettre à leurs conditions de prêt. Mais quand ça devient une banque, 2 banques, 3 banques, ça devient de trop. Alors dans ce cas, qu'est-ce que nous on fait pour résoudre ce problème qui nous touche, nous? La plus grande problématique, comme tu l'as dit, je pourrais revenir sur ce que tu as dit, dans votre cas, même quand tu as une historique solide avec la banque, tu te retrouves que tu es toujours buté au problème de gage. Et pour beaucoup de banques, même quand ils te connaissent, ils connaissent ton activité, ils voient ton flux d'entrée et tout. Et quand tu te présentes pour un prêt, c'est toujours qu'est-ce que tu peux nous donner en retour pour garantir ce prêt. Est-ce que c'est la même réalité pour les personnes morales, les entreprises par exemple? Effectivement, c'est la même chose. Il y a toujours des biens. Ils appellent des biens immobiliers et parfois, et souvent c'est souvent les biens immobiliers, on s'est rendu compte que même parfois, il y a ces banques qui vont te parler que non, si tu veux prendre un prêt, voilà, on doit comptabiliser par exemple 150% des biens en valeur que tu as à hauteur de 150% pour te donner le prêt. Et ils vont venir, ils vont regarder ton stock, ils vont évaluer si tu as des stocks, si tu as des machines dans ton business. Et à la fin, ils vont toujours te poser une autre question. Si tu n'as pas de parcelle, là, ça devient, tu as besoin d'un garant. Ok. Tu as besoin d'un garant. Le garant, qu'est-ce qu'il doit avoir? Le garant doit avoir business. Ce que tu n'as pas. Il doit avoir un business à lui. Il doit avoir des états financiers qui doivent prouver que en cas de default, lui, il peut prendre la dette. Et en plus de ça, tu dois avoir un co-débiteur. C'est tellement complexe, même quand tu as une relation avec la banque, même quand tu peux prouver que, voilà, j'ai des flux qui entrent, j'ai de l'argent qui entre, j'ai telle somme qui entre chaque mois, j'ai telle dépense, voilà ce qui me reste. Même quand tu peux prouver ça là, tu es buté à trouver un garant. On connaît le secteur. Comment tu te trouves un garant? Quelqu'un qui peut assumer une dette dont il n'a pas pris l'argent, dont il ne va pas utiliser l'argent. Comment tu convaincs un garant de te garantir pour ton prêt? Tu te retrouves dans un système où il y a des gens qui sont connus pour garantir des prêts, où tu dois lui donner un certain pourcentage de la somme que tu prends. Tu te retrouves dans une situation où tu dois trouver un co-débiteur. Pendant que tu as une activité qui fonctionne, une activité qui génère de l'argent, et je ne parle pas forcément pour des gens
qui ne sont pas prêts, des gens qui n'ont pas de revenus, des gens qui vont chercher un prêt pour commencer, mais je parle forcément des gens qui sont déjà dans les activités, qui œuvrent, mais qui n'ont pas nécessairement des biens immobiliers comme une parcelle. Parce que prédominamment, ce qu'ils recherchent, c'est souvent une parcelle. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas de parcelle, tu es buté à une réalité où tu ne peux pas avoir le prêt. Souvent, quand tu as une parcelle, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Effectivement. Et pour beaucoup de gens, ils sont butés, même quand tu acceptes de te dire, voilà, je veux me créer une relation avec telle banque, je décide d'accepter de payer 15-20 $ de frais de tenue de compte pour le compte de ma société. J'accepte, quand je fais de retrait, qu'on me taxe 1% de mon argent pendant 3 ans, 2 ans, 4 ans. Mais en fin de compte, quand tu as exercé pendant aussi de temps avec une banque et que quand tu les approches pour un prêt, tu es buté toujours à la même difficulté où ils vont te demander de ramener les documents d'une parcelle, ils vont te demander d'avoir un garant, ils vont te demander d'avoir un codébiteur. Et la réalité est telle que pour beaucoup de gens, ce n'est pas aussi facile. Et beaucoup de gens se tournent à ceux-là qu'on appelle des shark loans. Ce sont des gens, il a son argent, ce n'est pas une institution. Tu vas, tu le vois, tu lui dis, j'ai besoin de 3 000 $. Il te dit, voilà, mon argent, on me le retourne avec 50% chaque mois. Ce qui est plus que la banque. Les banques, normalement, c'est entre 20 et 35% de taux d'intérêt. Ce qui est plus que les banques au Congo. Ce qui est plus que les banques au Congo. Mais les banques au Congo taxent beaucoup plus que d'autres banques sous d'autres cieux. Du coup, les gens, quand même, trouvent des alternatives. Ce sont des alternatives, mais ce ne sont pas des alternatives à long terme. Et ce ne sont pas des alternatives qui peuvent te permettre à croître ton activité. Parce que la banque est là pour vous permettre à croître votre activité. Je me retrouve dans une situation où, par exemple, j'ai un restaurant, comme là, j'ai un restaurant, et je me retrouve que j'ai besoin d'ouvrir un deuxième restaurant. Mais l'argent que je gagne du premier restaurant ne me permet pas d'ouvrir au bout de 2 mois un nouveau restaurant. Mais si au bout d'1 année et demie, j'économise cet argent-là, ça me permet d'ouvrir un deuxième restaurant. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'approcher une banque et de leur présenter mes états financiers. Voici ce que je génère. Et chaque mois, je me fais une économie, par exemple, de 350 $. 350, mettons mathématiquement pour se faciliter les calculs, j'ai une économie de 300 $. Après toutes mes dépenses, je reste avec 300 $. 300 $ fois 12, c'est 3600. Sur 2 ans, c'est 7200. D'accord? Je peux dire, j'approche une banque X, voici ce que je fais mensuellement comme épargne, mais je ne peux pas attendre 2 ans pour avoir 6 000 $ pour investir. Pourquoi pas la banque X me prête cet argent-là, 6 000 $ aujourd'hui, j'investis dans le deuxième restaurant pendant que mes 300 $ que j'économise chaque mois peuvent servir de repaiement à la banque. C'est la raison pour laquelle on approche les banques. Mais on se rend vite compte que même les banques au Congo ne veulent prendre aucun risque. Mais c'est là où se pose maintenant le problème. Ce sont des banques à intérêt et à capitaux étrangers. Ce ne sont pas des banques congolaises. Et puis ce ne sont pas des banques d'investissement aussi. D'investissement aussi. Et aussi, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, qu'aucune banque ne m'en tienne rigueur, mais j'ai appris qu'il y a certaines banques où ils prêtent leurs nationaux, les gens qui viennent de leur pays, à des taux d'intérêt beaucoup plus préférables, préférentiels, et aussi avec un pourcentage et avec des conditions qui sont beaucoup plus adaptées et plus flexibles qu'à des Congolais lambda. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vérifié, mais qui se dit, je me rappelle quand la BCDC avait fusionné avec Equity, à la suite de cette fusion, le but c'était faciliter l'accès au crédit à des commerçants, à des hommes d'affaires, investisseurs kenyans pour qu'ils viennent investir au Congo. Donc, quand la banque Equity a ouvert, elle est venue avec une vague des commerçants qui, directement, quand la banque ouvrait, avaient accès à un cash flow qui leur permettait déjà de faire des affaires directement à peine qu'ils s'installaient au Congo. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est leur argent. Vous voyez ce que c'est leur argent, mais ils viennent investir au Congo. C'est pour leur propre intérêt. C'est leur argent, mais ils investissent au Congo et c'est pour servir la population congolaise. Et je pense que pour servir au minimum. La responsabilité est partagée. C'est entre les banques et notre gouvernement. Parce que je pense que aussi notre gouvernement ne fait pas un bon travail pour réguler le secteur. Ça fait plusieurs années que les banques œuvrent de cette manière. Il y a plusieurs
commerçants, entrepreneurs, plusieurs gens qui sont dans le business, qui se sont plaints de la rigidité des banques. Mais à un certain point, le gouvernement joue son rôle de créer des nouvelles politiques, de créer des nouvelles lois qui vont faire en sorte de permettre à ces banques de les contraindre dans le sens où vous êtes obligé de servir autant de quotas annuellement aux populations congolaises parce que c'est un risque. C'est un secteur où ils ont décidé de prendre des risques et ils ont des risques qui sont partagés avec la BCC, la Banque centrale du Congo. Donc, la Banque centrale du Congo doit mettre en sorte des lois qui font assez qui contraignent ces banques de facilement servir, d'abord de les Congolais, d'appliquer un pourcentage qui est normal pour les frais de tenue de compte. Je vais te donner un exemple. En Zambie, et pour les taux d'intérêt aussi. Pour les taux d'intérêt aussi, Régie, parce que parfois tu te retrouves entre 25 et 30 quelques pourcentages, mais tu te rends vite compte que quand tu pars sous d'autres cieux, le taux de pourcentage pour un prêt varie entre 5 et 15%, qui est beaucoup plus raisonnable que 30% annuellement. Mais quand tu payes 15%, ça te permet de faire des activités, de rembourser facilement cet argent et de continuer à emprunter. Je pense que le gouvernement ou la BCC ne fait pas suffisamment son travail de réguler les secteurs bancaires parce que les banques font ce qu'elles veulent, traitent les clients comme ils veulent, et surtout ici au Congo, même quand tu mets ton argent pour retirer ton argent, c'est d'une complexité dont tu ne peux pas comprendre. Donc,